Alors d'abord, juste pour dire que je trouve ça très bien que ce collectif s'appelle Nos services publics et de rappeler que c'est un patrimoine qui nous appartient à tous et collectivement, et que enfin, moi je mettrais ça dans la grande catégorie des conquis sociaux qu'il faut défendre et qu'il faut promouvoir. Qu'il faut défendre parce que, tu l'as dit un petit peu, mais dans ce que lui fait subir les politiques de droite, hein, en fait, libérales depuis un moment, nos services publics, on sent qu'il y a un peu cette idée qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Et qu'à la fin, on les aura tellement dégradés qu'en fait, on ne trouvera plus d'usagers pour les défendre. Moi, j'ai oublié de dire aussi que j'étais, avant d'être député depuis 2022, j'étais instit pendant 15 ans. Donc voilà, je me levais tous les matins avec le sentiment d'essayer de faire service public. Et forcément, quand on détruit l'école, quand on détruit, je pense à la Poste par exemple aussi, ma mère a été factrice. Bon, je vois comment ça fonctionnait quand on était facteur il y a 30 ans, il y a 40 ans et comment c'est maintenant. Bah, je veux dire, même moi, des fois, j'ai pas très envie de défendre mon facteur, quoi. Je veux dire, quand on vous a laissé la vie de passage, alors qu'en disant vous passerez dans 3 jours à récupérer votre commandé, alors que vous savez pertinemment que vous étiez à la maison. Bon, bref. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où on abîme le service public qui fait que derrière, on se débrouille pour que les usagers aient plus envie de le défendre et qu'il y a un vrai enjeu pourtant de faire république à travers les services publics. Et je pense que c'est assez documenté aujourd'hui que dans les endroits où le service public régresse, c'est l'abstention et c'est le vote d'extrême droite qui progresse. Une chose importante sur laquelle on est à fond d'accord, c'est que le programme qui a été celui de la France Insoumise et de la NUPES sur laquelle j'ai été élu, c'est gouverner par les besoins. Et ce qui n'est pas du tout le programme de la droite macroniste. Et moi j'ai découvert un truc en arrivant député, mais en vérité ça se passe à peu près à tous les échelons pareil, c'est qu'on vote toujours les recettes avant de voter les dépenses. Alors quand je dis on vote, pas tout à fait, parce qu'à l'Assemblée on vote jamais sur le budget, c'est toujours des 49.3, on en est à 23 je crois, je ne sais pas si Gabriel Attal en a prévu autant. Mais donc on commence par un 49.3 sur les recettes, et comme Bruno Le Maire a décidé de ne pas augmenter les impôts, sauf que la bonne question c'est qui va payer des impôts, parce qu'en vérité je pense que tout le monde sait ici qu'on ne gagne pas la même chose. Et donc la bonne question c'est celle-là. D'ailleurs, Gabriel Attal a dit il y a 2 jours, et Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances, qui était invité par Bruno Le Maire hier, nous a dit que Bruno Le Maire a repris l'expression, c'est que finalement ils ne veulent pas augmenter les impôts des gens. Alors des gens, déjà on se dit ah, peut-être que finalement ça va être nous, je dis nous, la classe moyenne, où finalement ça va peut-être pas nous tomber dessus, et peut-être qu'ils vont aller gratter du côté des ultra-riches, mais enfin ça reste à voir. En attendant, Bruno Le Maire ne veut pas augmenter les impôts, mais il est d'accord pour augmenter la TVA, qui est quand même l'impôt le plus injuste et doublement injuste. D'abord parce que plus on est modeste, plus on consacre une partie de ses revenus à la consommation, et en plus, en proportion, on va payer bien davantage que ceux qui sont très riches. De l'autre côté, on a les 42 milliardaires français qui ont vu leur fortune augmenter, en cumulé quand même, depuis 2020, de 230 milliards d'euros, ce qui fait à peu près la moitié du budget de l'État, hors sécu. Donc, bon, en fait, de l'argent, il y en a, il faut aller chercher au bon endroit. Et donc, une fois qu'on n'a pas voté sur les recettes, puisque ça a été imposé par 49.3, et ben on nous dit, quand on attaque la partie dépenses, ben oui, mes chers collègues, l'enveloppe est contrainte. Hein, il y a un contexte, il y a la crise. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, la crise, peut-être que tu nous aideras à documenter cette question. Et donc, eh ben, à la fin, on repasse par 49.3 parce que, évidemment, on n'a pas réussi à trouver des solutions. Donc ça pose un problème politique de commencer par les recettes et puis ensuite enchaîner sur les dépenses. Puis il y a un problème démocratique avec ce recours permanent au 49.3. Et Bruno Le Maire, là, qui déboule cette semaine et qui nous dit mais faites-moi des propositions. Mais précisément, quand on les fait dans le cadre normal du débat budgétaire, il ne veut pas en entendre parler. Alors pourtant, des propositions, on en a, nous les législateurs. Le groupe LFI, on a sorti, on avait déjà fait un contre-budget en 2022 et 2023, et là on vient de ressortir en catastrophe 10 mesures simples. Alors je crois que notre ami Bruno cherche 50 milliards, on en a trouvé 121. 121, alors 121 c'est beaucoup, mais il se trouve qu'il y en a une partie avec laquelle même des membres de la majorité seraient d'accord.
On se souvient par exemple de Jean-Paul Mattei, le président du groupe Modem, qui était d'accord pour taxer les super profits. Les super profits, c'est déjà 15 milliards. Le CICE, je sais que même dans la majorité, ils regardent 10 milliards. Le crédit d'impôt recherche, bon, c'est moins, 1,3 milliard. Les niches fiscales les plus polluantes, 6 milliards. L'ISF, un ISF un peu revisité, pas juste refaire ce qui se faisait avant, 15 milliards. Donc en fait, de l'argent, il y en a. Et nous, on a résumé ça en disant qu'il faut qu'il y ait plus de recettes fiscales, c'est un peu ce que je viens de dire là, et moins de dépenses fiscales. Alors moi, c'est un concept que j'ai eu du mal à comprendre, mais la dépense fiscale, en gros, c'est les cadeaux, c'est les niches, quoi. Donc, si je résume par un slogan notre proposition, c'est de taper les niches et les riches, quoi. Et donc, il y a plusieurs groupes qui, même dans la majorité, qui seraient d'accord. Donc, nous, on pense que si enfin le gouvernement laissait le législateur légiférer sur le budget, ben, en fait, on trouverait des solutions et qu'on ne serait peut-être pas en train de chercher des milliards partout. La deuxième idée que je voulais développer, c'est, parce qu'il en est beaucoup question en ce moment, c'est les fameux accords de libre-échange. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de libre-échange? Il y a deux piliers principaux. Il y a d'une part, alors vous allez croire que je m'éloigne du sujet, mais je vais vous montrer que je vais vous y ramener. D'une part, c'est l'autorisation d'exportation, et donc on va jouer sur les normes écologiques, les normes sanitaires, les normes environnementales dans lesquelles sont produites les différents aliments, les denrées, les biens qu'on s'échange. Donc ce qui est un premier problème, mais ce n'est pas celui que je veux développer. Et puis c'est les droits de douane à zéro. Ce qui fait qu'en fait, un pays peut exporter ce qu'il produit dans un autre pays et ça ne lui coûte rien quand ça passe la frontière. Ce qui pose un problème parce que ça veut dire que la concurrence, elle se fait uniquement sur le prix. Or, de quoi est formé le prix? Le prix est formé du coût des matières premières, du coût de l'énergie, mais bon, bon an, mal an, c'est à peu près le même partout, hein, puisque le monde est mondial, comme vous le savez. Il se fait, la formation du prix, elle se fait à travers le salaire, mais qui dit salaire dit cotisation, qui dit cotisation dit financement de la protection sociale. Il se fait à travers le dividende, et nous on est dans un pays où on a des actionnaires du CAC 40 qui se sont partagés 100 milliards d'euros l'année dernière, donc qui sont très gourmands en dividendes, forcément ça rogne sur les salaires, donc forcément, vu que les cotisations sont proportionnelles aux salaires, ça rogne aussi dessus. Et puis dans la formation du prix, il y a toute la fiscalité qui encadre l'activité des entreprises, et donc qui dit fiscalité, dit budget d'État et dit service public, c'est là que la boucle est bouclée. J'insiste là-dessus parce que les libéraux nous disent que mais oui, mais on met en compétition des sociétés au sens des entreprises, des multinationales. Mais vous voyez bien à travers la démonstration que je viens de faire qu'en vérité, ce qu'on met en concurrence, c'est des sociétés, des nations, c'est des systèmes sociaux qu'on met en concurrence. Et que comme elles sont mises en concurrence, mécaniquement, tout est tiré vers le bas. S'il faut avoir à chaque fois le prix le plus compétitif pour pouvoir remporter le marché, et bien en fait, on tire sur les salaires, on tire sur les cotisations sociales, on tire sur la fiscalité, et puis à la fin, on n'a plus de service public et on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc j'insiste sur ce sujet des accords de libre-échange, et je ne fais pas plus long, mais je rappelle qu'il y a des européennes le 9 juin et qu'il n'y a qu'un tour, donc il ne faut pas attendre le deuxième pour y aller, et qu'on a jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur la liste électorale. J'en viens rapidement, donc les 4 grands sujets, école, santé, justice, transport. École, alors à chaque fois je vais essayer de faire un petit focus aussi sur la Seine-et-Marne, ça va être vite fait, hein, parce que l'école, grâce à Mayotte qui a intégré la République, on est avant-dernier maintenant en taux d'encadrement, etc. Donc, vraiment la Seine-et-Marne, c'est le parent pauvre, pas seulement de l'Île-de-France, mais de la France entière, on est avant-dernier partout. Et là-dessus, les propositions qu'on fait au niveau national, c'est d'essayer d'aller, alors quand je dis nous, la France Insoumise, mais le programme de la NUPES, c'était bon an mal an la même chose. La moyenne dans les pays d'Europe, c'est 19 élèves par classe. L'idée, ce serait d'aller vers ça. Pour ça, il faudrait recruter environ 160 000 personnels supplémentaires. Et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, il faudrait dégeler le point d'indice et augmenter les salaires de 15% sans contrepartie, parce qu'il y a peut-être des enseignants dans la salle. Voilà, nous, ce qu'ils ont inventé, la Macronie, c'est le fameux pacte enseignant, où pour avoir des augmentations de salaire, en fait, il faut accepter des missions supplémentaires. Et évidemment, faire le nécessaire pour les AESH qui sont là pour les élèves en situation de handicap, avec une vraie formation, un corps de fonctionnaires AESH, et le rétablissement des RASED. Le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté qui existait dans le premier degré, qui existe de moins en moins. Moi, j'ai vu mes collègues à chaque fois partir en retraite sans être remplacés. Je veux bien croire que le nombre de fonctionnaires augmente, et voilà, et c'est statistique,
mais il y a des endroits où, pour le coup, ça ne pas. Et c'était bien utile. Sur la santé, ben, ça va être aussi facile que sur l'école. Hein. En Seine-et-Marne, on est à peu près bon dernier. Là aussi, je pense que malheureusement, Mayotte fait pire, mais je ne les envie pas. Il y a notamment la FSU qui documente chaque année la situation sanitaire dans le département, et c'est vraiment catastrophique à tous les niveaux. Donc là, bah, les propositions qu'on fait au niveau national, c'est le 100% sécu, c'est de réouvrir des services d'urgence, de maternité, des EHPAD publics, c'est le pré-recrutement là aussi de personnel, c'est de sortir du tout T2A. Le T2A, c'est la tarification à l'activité. Je me souviens qu'on avait, avec ma collègue Ercilia Soulier, on avait participé au Allo Ségur. C'est en fait dans tout le pays, les députés et les filles, on était allés dans des structures hospitalières et de soins, rencontrer des gens, et notamment il y avait un soignant, un chirurgien orthopédique qui nous avait dit qu'à Jossigny, on soignait des ménisques pour des gens qui avaient moins de 40 ans, alors qu'on savait pertinemment qu'en vérité on allait leur flinguer à terme, on allait leur réparer sur le coup, mais en fait 10 ans après ils allaient avoir plus de problèmes au genou que si on n'avait rien fait, sauf que la tarification à l'activité faisait que fallait faire un acte pour financer l'hôpital. Bon, voilà, sur la santé, il y a plein d'autres choses. Sur la justice, j'ai été vendredi à Meaux, il y a le procureur de la République qui faisait une présentation de comment ça fonctionnait dans la circonscription, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, judiciaire de Meaux. Elle est très très grande, en fait elle prend les 2 tiers du département, elle descend peut-être pas jusque là parce que là c'est quand même long, mais et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'ils étaient plutôt bien lotis là, en termes de moyens matériels, c'est-à-dire que le tribunal de Meaux va être entièrement rénové et ils vont construire l'équivalent derrière, donc je crois que la surface va quasiment doubler, mais que par contre, en personnel, il y a un vrai souci encore, même s'il y a des efforts qui ont été faits, et notamment des greffiers. En fait, si vous n'avez pas de greffier, vous ne pouvez pas tenir la séance, tout simplement. Donc vous avez le procureur qui est dispo, le juge, etc., il y a tout le monde, mais s'il n'y a pas de greffier, il n'y a pas de séance. Donc bah, là, évidemment, il faut des moyens, et notamment pour essayer de rétablir des tribunaux de proximité qui ont disparu, la gratuité des procédures les plus courantes, parce que bon, aller en justice aussi, des fois on y renonce parce qu'on sait qu'en fait on va y perdre sa chemise, et l'augmentation de l'aide juridictionnelle, parce que plus on est modeste, plus c'est compliqué, et là on a, comme tu disais, il y a une vraie rupture d'égalité, même face au service public. Finalement, au bout d'un moment, on n'est plus tous égaux, alors que c'est quand même la raison d'être des services publics. Dernier sujet sur les transports. Alors moi, donc, je suis élu de Chelles, donc j'ai la chance d'habiter sur la ligne P et la ligne E, la ligne P qui va jusqu'à Meaux. Une ligne qui est en travaux depuis, je sais pas, 1 an et demi, et on ne sait pas. Pour combien de temps, on ne sait pas, personne ne sait nous répondre. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de train à partir de 21h30 quand on veut rentrer de Paris, et que le week-end, régulièrement, il n'y a rien non plus. Et donc, on a vraiment le sentiment d'être assigné à résidence en banlieue. Donc voilà, c'est vraiment l'enfer. Et une fois qu'on arrive à Paris, alors là, il faut se couler dans le métro. Donc déjà, on en laisse passer 2 ou 3 parce que juste, c'est pas possible. Et puis, dans le 4e, on est comme ça. Là, il y a évidemment notre revendication, c'est d'avoir une SNCF qui soit réunifiée 100% publique. Refuser la libéralisation dans les transports. Alors, je pense qu'on connaît bien aussi ici le sujet de la libéralisation des bus, notamment alors à Chelles, on a beaucoup aidé les camarades de Transdev, mais je sais que ça a été le cas aussi dans le sud du département. Une libéralisation qui n'est pas une obligation, contrairement à ce que dit Valérie Pécresse, dans les directives européennes. Même les directives européennes permettent d'échapper à la libéralisation dans les transports et dans les bus en particulier. Donc la région n'est pas obligée de le faire. Évidemment, développer l'ensemble des transports publics, le fret, le vélo, le partage de la voiture, pour les raisons que tu as indiquées tout à l'heure de transition écologique. La baisse de la TVA à 5,5% sur les transports et une gratuité ciblée. Alors pour l'instant, le programme ne va pas jusqu'à la gratuité complète pour tous dans l'ensemble des transports. C'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut regarder. Il y a des villes qui l'ont déjà testé, et je pense avec succès. Je crois savoir que le financement par le prix du ticket dans les transports, c'est à peu près 10% finalement du budget d'un transport. Le jour où vous l'enlevez, c'est pas ça qui met à mal le budget de votre transport. Donc il faut réfléchir à d'autres modes de financement. Et je finis sur sur le retour des guichets physiques dans les transports, mais aussi partout.
Et donc je finis sur une victoire de la France Insoumise dans sa niche parlementaire du 30 novembre dernier. C'était une proposition de loi qui était portée par ma collègue Danielle Obono et qui a trouvé une majorité dans l'hémicycle, comme quoi de temps en temps c'est possible, pour la réouverture de l'accueil physique dans les services publics en général. Parce que c'est vrai que ça devient insupportable et il n'y a pas besoin d'être... comment dire, d'avoir 80 ans et de ne pas être habile avec un smartphone. Je veux dire, même moi, en fait, ça me saoule de ne pas pouvoir avoir un être humain en face de moi pour trouver un billet de train ou que sais-je encore. Qu'il existe des solutions numériques en plus, ça, enfin, tant mieux. Quand c'est le week-end, quand vous êtes tard le soir, si à 23 h vous voulez réserver votre billet de train et que vous puissiez le faire en ligne, tant mieux. Mais en fait, qu'il n'y ait plus d'accueil physique dans les services publics, c'est vraiment insupportable. Donc, cette proposition de loi portée par ma collègue, elle a trouvé une majorité, elle a été votée donc en première lecture à l'Assemblée. Maintenant, il faut qu'elle passe au Sénat. C'est ce qu'on découvre aussi en arrivant, en devenant député, c'est que quand on a gagné, on n'a jamais gagné parce qu'il y a encore des étapes derrière. Voilà. Donc un petit message, interpellez vos élus locaux si vous voulez que et vos sénateurs si vous voulez que cette proposition de loi aille au bout pour que le Sénat l'inscrive enfin à l'Assemblée. Et puis voilà.